Alors François Asselineau, bonsoir. Les résultats des élections législatives viennent de tomber et le plus grand parti de France est le parti des abstentionnistes avec plus de 40% des Français qui ne se sont pas déplacés. Comment vous analysez ces résultats ? D'abord bonjour. Effectivement, j'ai fait un article sur Agoravox dès le soir, dès hier soir, dès le résultat connu. Il y a pratiquement 42 et quelques pourcents d'abstention, c'est tout à fait considérable. C'est le plus fort taux d'abstention au premier tour des élections législatives, non seulement sous la Ve République, mais probablement aussi de toutes les élections législatives de toute l'histoire des républiques. C'est d'autant plus intéressant à noter que je renvoie à mon article, qui est à la fois sur notre site, sur notre page Facebook et sur Agoravox. C'est d'autant plus intéressant à noter que ça s'inscrit dans une tendance qui maintenant est une tendance tridécennale depuis 30 ans, où quasiment à chaque élection législative, le taux d'abstention augmente. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les Français se détournent, non pas se désintéressent, mais se détournent en nombre croissant du show politique, du spectacle politique qui leur est proposé. Il y a 46 millions d'électeurs. Il y a en gros, pour avoir des chiffres ronds, à peu près 20 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter, dont moi d'ailleurs, je ne suis pas allé voter. J'avais d'ailleurs conseillé à ceux qui me font confiance d'en faire autant. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, bien entendu. Chacun est libre. Mais moi, j'avais conseillé de ne pas aller voter. Donc je fais partie de ces 20 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Alors, sur ces 20 millions de Français qui ne sont pas allés voter, on peut estimer en général, il suffit de prendre le résultat des abstentions lors des scrutins qui ont passionné les Français, comme le 19 mai 1974 pour le deuxième tour de l'élection présidentielle entre Giscard et Mitterrand, ou bien le deuxième tour de l'élection présidentielle du 10 mai 1981. C'était des élections qui avaient passionné les Français. Et à l'époque, on avait eu 12,6% d'abstention en 1974 et 14,1% d'abstention en 1981. Ça veut donc dire qu'en gros, on peut estimer que le taux d'abstention incompressible, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas aller voter pour des raisons diverses, ils sont malades, ils sont en déplacement, ils sont internés, ils sont incarcérés, ils sont sous tutelle, ils sont en voyage à l'étranger ou tout simplement ils oublient. Donc on a un pourcentage en moyenne qui est de l'ordre de 12 à 15% d'abstention incompressible. On le voit d'ailleurs dans d'autres pays. En Belgique, par exemple, les élections sont obligatoires. Si vous n'allez pas voter, vous avez une amende. Eh bien, il y a des taux d'abstention de l'ordre de 15%. Donc ça veut dire que les gens que la part au-dessus, ce sont des gens qui l'ont fait de façon volontaire. Donc comme on a 42% d'abstention, on peut considérer qu'on a entre 27 et 30% du corps électoral qui s'est abstenu de façon délibérée, volontaire, comme un acte politique. Ça nous fait à peu près 13 à 15 millions de personnes. Alors c'est d'autant plus important à noter que c'est plus important que le nombre de personnes qui ont voté pour le Parti socialiste, plus LV, plus le Front de gauche, qui sont à peu près 12 millions. Il y a à peu près 9 millions de Français qui sont allés voter pour l'UMP et ses alliés, et il y a 3 500 000 Français en gros qui ont voté pour le Front National. Donc vous voyez qu'en termes de premier parti de France, si l'on peut dire, eh bien ce sont les abstentionnistes. Voilà. Alors, bien entendu, les gens vont dire ah, mais il essaye de s'approprier ces abstentionnistes. J'essaie de m'approprier rien du tout. Je suis bien conscient que parmi les gens qui s'abstiennent, il y a des gens qui ont, c'est normal, c'est naturel, des opinions extrêmement diverses, voire opposées. Mais je pense quand même que sur ces 13 à 15 millions de Français qui délibérément ont refusé d'aller s'exprimer, je pense quand même qu'elles ont à peu près tout un point commun, même plusieurs. Elles considèrent que la scène politique française est un spectacle de plus en plus indigne, que les vrais sujets ne sont pas mis sur la table, que l'on ne parle pas des sujets qui intéressent le plus les Français, et donc ils voudraient avoir autre chose. En tout cas, c'est quand même un signal d'alarme pour la santé de la démocratie en France que d'avoir un tel taux d'abstention. C'est d'ailleurs un signal d'alarme également pour tous les partis politiques représentés.
Ça veut dire notamment que même les partis dits d'opposition comme le Front National ou le Front de gauche n'arrivent pas eux-mêmes à capitaliser. D'ailleurs, j'observe au passage que le Front National n'a pas fait un score exceptionnel, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils ont fait 13,8%, c'est-à-dire sensiblement moins non seulement que Mme Le Pen au premier tour de la présidentielle, mais également moins qu'aux élections cantonales de 2011. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser pour le Front National. C'est la confirmation de ce que j'ai toujours dit. Le Front National ne peut jamais dépasser 13 à 18% des voix. Et puis c'est pareil pour le Front de gauche, de façon peut-être plus cinglante encore, parce que d'abord il y a la défaite assez cinglante quand même de M. Mélenchon à Hénin-Beaumont. Il aurait mieux fait de ne pas aller se mettre dans cette mauvaise posture. Et puis deuxièmement, le score du Front de gauche au niveau national n'est quand même pas extraordinaire, avec quelque chose comme 6,8%. À mon avis, mais ça ne vaut que mon avis, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de Français de gauche qui commencent à trouver que M. Mélenchon est bien gentil, mais enfin qu'il amuse la galerie, mais qu'en définitive, il ratisse pour Hollande. Hein, moi, je l'ai dit, redit. M. Mélenchon, à 20h37, le soir du premier tour de la présidentielle, avait appelé à voter Hollande sans rien négocier, rien. Il aurait pu quand même demander et exiger, par exemple, la promesse d'un référendum sur le TSCG, sur le pacte budgétaire, par exemple, hein, ou d'autres réformes. Il n'a rien demandé. Donc je pense qu'un certain nombre de Français, à mon avis, ont dû se dire on ne va pas faire trop d'efforts pour le Front de gauche. Il y a peut-être aussi, si on veut creuser l'analyse plus à fond, il y a peut-être aussi, je pense, un tout début de désenchantement de l'électorat qui a voté pour Hollande. Soyons clairs, il y a beaucoup de Français qui ont voté pour Hollande parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy. Mais ce n'était pas un enthousiasme délirant pour Flamby, hein, comme on dit. Donc le fait que Flamby soit allé se faire mettre la papate au G8, à Camp David, puis au sommet de l'OTAN à Chicago, etc., à mon avis, ça a commencé à poser des problèmes. Et puis aussi, ils ont remarqué qu'avec Mme Merkel, on allait voir ce qu'on allait voir, on voit rien du tout venir. Hein. On voit simplement les positions, comme je l'avais déjà d'ailleurs parfaitement pronostiqué, les positions sont parfaitement identiques à ce qu'elles étaient avant la présidentielle. Donc peut-être, dans le score qui n'est pas mauvais de la gauche, M. Hollande va probablement avoir une majorité avec ELV, mais pas le Parti socialiste seul, ça n'est pas mauvais. Mais ça n'est quand même pas le raz-de-marée qu'on avait pu connaître, par exemple, en 1981, aux élections de juin 1981. On sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette victoire du Parti socialiste. Il y a quelque chose qui n'enclenche pas sur l'électorat. Et ça, je pense que c'est très très important pour l'avenir du gouvernement de M. Ayrault et de François Hollande. Quelle légitimité peuvent avoir des députés élus avec si peu de participants à ces scrutins ? Vous savez, effectivement, c'est tout le problème. C'est que la démocratie, c'est très gentil, mais à condition, effectivement, qu'on soit élu avec une bonne représentativité. Si d'aventure, il y avait des députés qui étaient élus avec moins de 50% de participation, ce qui n'est pas le cas, c'est vrai que ça entacherait quand même un petit peu leur légitimité. Remarquez bien d'ailleurs que c'est ce qui se passe avec les élections européennes. Hein. Parce qu'aux dernières élections européennes en 2009, le taux d'abstention de vote blanc et nul avait été de 61,1% au niveau national. Et donc les députés, finalement, représentaient peu de monde. Donc cette abstention ne doit pas être considérée comme quelque chose d'anodin. C'est au contraire quelque chose de très grave qui se produit. Un petit proverbe pour la fin. Je ne sais pas très bien quoi trouver comme proverbe. Hein. Je dirais quand même qu'on voit que quoi que puissent dire et faire les européistes, les choses vont mal. Les choses tournent mal. Et que ce symptôme de l'augmentation continuelle de l'abstention vaut plus que de longs discours. Alors le petit proverbe, celui qui me traverse l'esprit, c'est ce dicton chinois qui dit qu'il faut diriger un grand pays comme on fait cuire un petit poisson.
Ça veut dire quoi? Vous savez, si vous avez déjà fait un petit peu de la cuisine, si vous voulez faire frire un petit poisson que vous avez pêché, il faut être très minutieux parce que sinon, vous risquez de le détruire tout simplement. Il va être grillé dans la poêle. Voilà. Alors c'est une expression imagée qu'ont les Chinois qui remonte à très loin. Il faut gouverner un grand pays comme on fait cuire un petit poisson, c'est-à-dire qu'il faut le faire vraiment. Ça n'est pas parce que c'est un grand pays qu'il faut y aller de façon violente. Il faut être très prudent face aux électeurs. Et c'est bien le problème que pose la construction européenne, encore une fois, c'est qu'à force de vider de substance le pouvoir des élus du peuple, eh bien le peuple finit par se détourner des urnes. Et ça, c'est très mauvais. Parce que si vous avez un peuple qui ne va plus voter, qu'est-ce qui fait qu'ensuite, il va donner de la légitimité aux gens qui le dirigent? C'est très, très mauvais. Très bien. Merci à vous. Au revoir.